Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi 23 décembre. Ils ont été reçus en champions. Les joueurs du Monaco Rugby 7 ont présenté leur trophée de champion de France de rugby à 7 ce matin au Prince Albert II et nous y étions. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo est de retour, reporté à 2 reprises en raison de la crise sanitaire. La 45e édition aura bien lieu à partir du 20 janvier. Urs Pils, directeur artistique du festival, sera avec nous pour en parler. C'est une revue référence pour tous les amateurs d'histoire et plus spécifiquement celle de la principauté. Le tout dernier numéro des Annales monégasques vient de paraître et rend hommage au prince Albert Ier. Dans ce journal également, nous prendrons des nouvelles d'Arnaud Alessandria. Le skieur monégasque a débuté récemment sa saison. Nous ferons le point avec lui. Et puis ce soir, nous nous intéresserons au pouvoir et aux bienfaits des pierres, une thérapie qui séduit de plus en plus. Les champions de France de rugby à 7 ont été reçus ce matin au Palais Princier. Les joueurs et le staff du Monaco Rugby 7 ont présenté leur trophée au prince souverain. Retour sur ce moment avec Frédéric Elion et Olivier Bonello. Ils ont marqué l'histoire, un jour de fête nationale monégasque. Le 19 novembre à Paris, le Monaco Rugby 7 s'est devenu champion de France de rugby à 7 après avoir battu successivement La Rochelle, le Stade français et Pau. Un mois après cette grande performance, les joueurs et le staff ont été reçus au Palais Princier en fin de matinée. Le MR7 a pu présenter le trophée de champion au Prince Albert II. Je me souviens, on avait fait la photo le 11 ou le 12 et on avait dit le 19 pour le jour de la fête nationale. Si on peut ramener le trophée, ça sera vraiment avec grand plaisir. Chose faite. Voilà, aujourd'hui il est là, il brille. Aujourd'hui c'est vraiment cool de revenir dans le palais et je pense qu'on est des privilégiés. Et ce petit coins remis par Monseigneur, c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est exceptionnel de vivre des moments comme ça et je pense que les garçons, ceux qui ont pu venir faire le déplacement, c'est vraiment cool pour eux et voilà, je remercie tout le monde et c'est vraiment cool. Chaque membre du MR7 a reçu des mains du souverain une pièce gravée à son nom. La saison 2022 du Monaco Rugby 7 se referme et la 2023 s'annonce encore plus palpitante avec un titre de champion de France à défendre et potentiellement aussi la création d'un championnat d'Europe des clubs de rugby à 7. Et nous suivrons bien évidemment cela de près. Il nous fait rêver depuis des années, nous transporte dans un univers magique et spectaculaire. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo est de retour. Après 2 années d'absence en raison de la crise sanitaire, l'événement vous donne rendez-vous à partir du 20 janvier prochain sous le célèbre chapiteau de Fontvieille. Alors que nous réserve cette nouvelle édition ? Pour en parler, nous sommes avec le directeur artistique du festival. Bonsoir Urs Pils. Bonsoir, bonsoir. On a envie de vous dire enfin, vous nous confirmez, la 45e édition du festival aura bien lieu? Absolument, nous aussi on dit enfin. Enfin, depuis 2020, on est de retour avec très grand plaisir et un grand envie. C'est un soulagement pour vous de présenter cette nouvelle édition et pas n'importe laquelle, la 45e. Justement, comme c'est la 45e et déjà par 2 fois on a dû remettre cet événement, cet anniversaire, ce double anniversaire en principe, comme c'est le 45e du festival et le 10e de New Generation, de la compétition pour de jeunes artistes. Et que nous réserve cette nouvelle édition qui débutera, on le rappelle, le 20 janvier prochain? Comme c'est le jubilé après une longue tradition, et on a choisi les meilleurs numéros dans les domaines de l'acrobatie, dans les domaines de la comédie aussi, et des animaux. Des numéros inédits et puis des artistes qui ont déjà été salués par un clown d'or. Il y a ce mix, mais il y a surtout des numéros inédits. Et il y a de nouveaux pays, comme vous savez que vu la situation dans le monde, on n'a pas de numéro de Russie et pas de numéro de Chine par la restriction de voyage que les Chinois ont. C'est ça qui fait la force et la réputation du Festival international du cirque de Monte-Carlo? Exactement. Ça, plus, il faut quand même toujours avoir aussi quelques records dans le programme.
Et là aussi, on a plusieurs records, dont entre autres un garçon des États-Unis qui fait du monocycle sur un monocycle de 9 mètres de haut. Après, nous avons un numéro de trapèze volant. Normalement, le triple saut périlleux, c'est déjà le top. Là, il y a 3 artistes qui sont capables de réaliser le triple et ils vont même tenter, ils ont déjà pu le faire ces dernières semaines, mais ils vont retenter le quadruple. Après, nous avons un écuyer qui fait quelque chose que jusqu'à présent, ça n'a pas été fait encore. C'est un double saut périlleux sur le dos. Le cheval lance le porteur et il fait un double saut périlleux à cheval. Le monde n'a jamais vu ça. Et j'imagine aussi que cette édition sera d'autant plus particulière car nous allons commémorer en 2023 le centenaire de la naissance du prince René III qui a créé le Festival du cirque. Comme le centenaire pour le prince Régnier débute le 31 mai de l'année prochaine, ça finit avec notre festival. Ça veut dire en 24, au 46e, nous faisons honneur au prince Régnier. Oui, il aura totalement changé l'image, la vision du cirque. C'était un véritable passionné, un grand connaisseur. Hein. C'est un grand connaisseur. Et personnellement, j'étais toujours étonné de réaliser comment le prince connaissait le monde du cirque en détail, vraiment. Et je dois dire que cette même connaissance du cirque a été transférée à la princesse Stéphanie. Elle a exactement ce même don. Elle connaît le cirque, on connaît tout ce qui se passe au cirque. Et on ne pourrait pas avoir une meilleure présidente du festival. À la princesse Stéphanie qui a transmis également sa passion à Pauline Ducruet, présidente du festival New Generation. Hein. Exactement, ça va maintenant de maman à la fille. Pauline, elle est présidente du jury aussi de New Generation. Et cette année, pour la 45e édition, on a imaginé d'inclure quelques numéros dans le grand festival. Ours Pils, nous diffusons ce samedi à 21h sur notre antenne la 44e édition du Festival international du cirque. C'était vraiment une édition inouïe. Hein. Absolument, une édition inouïe et on est très très content que le 24 décembre, quand même, une date importante pour les familles, surtout, qu'on puisse avoir la joie de pouvoir présenter du cirque et surtout la 44e. Et il y a de très bons numéros dans tous les domaines. Et un avant-goût avant le rendez-vous du 45e. Merci infiniment, Ours Pils, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, merci beaucoup. Et toujours au programme de Monaco Info ce week-end, 19h dimanche, avec pour sujet cette semaine l'urgence de ralentir, consommer moins mais mieux. Jessica Sbaraglia, fondatrice de Terrae, sera l'invitée de ce nouveau numéro. Puis toujours dimanche, à 21h, cette fois-ci, Monaco Info vous emmène dans les coulisses du Palais Princier à la découverte des incroyables fresques mises à jour grâce aux travaux de restauration. Les trésors cachés du palais, un documentaire proposé par Patricia Navarro. C'est une revue référence pour tous les amateurs d'histoire et plus spécifiquement celle de la principauté. Le tout dernier numéro des Annales monégasques vient de paraître et il rend hommage au prince Albert Ier. Le reportage de Christine Datomel et Sylvain Péroumal. Dans cette édition spéciale des Annales consacrées au prince Albert Ier, toutes les facettes du souverain sont mises en lumière et permettent ainsi aux lecteurs de se promener au gré de l'histoire de l'art à l'histoire politique ou encore en passant par l'histoire des relations internationales à l'histoire des sciences. On voit le jeune prince Albert, témoin des funérailles de Victor Hugo, est très impressionné. Donc un prince qui n'est pas encore souverain à ce moment-là, qui est presque républicain, en tout cas qui communie avec l'enthousiasme des Français pour ce grand héros républicain. On voit un prince déjà soucieux d'écologie, bien sûr. On voit un prince qui, à travers Massenet et Saint-Saëns, accueille des grands musiciens de son temps. Il n'hésite pas à accueillir
d'ailleurs une pièce qui évoque la Révolution française, donc le paradoxe de représenter la Révolution dans une monarchie, à une époque où, au début du XXe siècle, il y avait encore des mouvements révolutionnaires, et le prince Albert Ier craignait évidemment... il y avait eu un mouvement monégasque, donc craignait pour son régime. Dans cet ouvrage, un article majeur retiendra également toute l'attention du lecteur. Un article qui nous emmène sur les chemins de France à motocyclette avec le prince Albert Ier. Une sorte de guide Michelin avant l'heure, le souverain faisant des commentaires sur les auberges, les restaurants, les hôtels ou encore les différents sites qu'il traverse tout au long de son voyage. Un tour de France à la belle époque d'un souverain en mode incognito qui voyage accompagné seulement d'un mécanicien et qui nous donne ainsi le reflet de ce qu'était la France à son époque. Les annales monégasques sont à retrouver dès aujourd'hui chez tous les bons libraires et également sur Internet. Prenons à présent des nouvelles d'Arnaud Alessandria. Le skieur monégasque a repris le chemin des pistes enneigées pour une nouvelle saison pleine d'objectifs. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Émilie. Avant de revenir sur cette année 2022 qui aura été marquée notamment pour vous par les Jeux Olympiques, comment vous sentez-vous ? Je me sens bien, on a fait une bonne préparation cet été, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan technique sur les skis, avec un gros stage en hémisphère sud à Ushuaia. Donc c'était une bonne préparation. Une préparation complète par rapport aux années précédentes qui avaient été marquées par la pandémie ? Oui, on a pu retourner enfin en Amérique du Sud. Ça faisait 2 ans qu'on ne pouvait pas y aller à cause des conditions sanitaires. Donc on a vraiment pu faire du bon boulot là-bas et ça faisait plaisir de retrouver de la neige d'hiver l'été. Quand vous dites on le rappelle aux téléspectateurs, vous avez la chance de pouvoir vous entraîner avec l'équipe de France. Hein. Oui, c'est ça. Donc il y a une collaboration entre la Fédération française de ski et la Fédération monégasque. Donc j'ai intégré complètement les équipes de France de ski, donc pour tout ce qui est suivi, entraînement, médecin, kiné. Donc ça c'est un gros point fort pour moi. Ouais, puis il y a une belle ambiance entre vous aussi. Ouais, il y a une belle ambiance, on a un bon groupe, une bonne dynamique. On s'entend tellement bien que quand on n'est pas ensemble sur les skis, quand on part en vacances, on part ensemble. Donc c'est plutôt qu'il y a une bonne ambiance de groupe. Arnaud, la saison a déjà débuté pour vous, comment ça se passe ? La saison a débuté, on a attaqué au Canada donc par la Coupe du Monde avec Louise. Ça n'a pas été les débuts espérés en Coupe du Monde, pas de très très bons résultats. J'ai réussi à faire 2 podiums sur des courses FIS en Italie, donc on espère que la dynamique sera lancée pour 2023. Les compétitions vous emmenez donc au Canada, en Italie, en Suisse. Les conditions sont généralement bonnes sur les sites que vous avez pratiqués ? Pour l'instant, oui, on a eu de très très bonnes conditions. Pas tout le temps une bonne météo, mais des conditions de neige très bonnes et des bonnes préparations de piste. Donc ça, c'était très bien. Et quelles sont vos ambitions cette année ? Les ambitions cette année, ça va être de jouer dans le top 15 en Coupe d'Europe et d'essayer de marquer mes premiers points en Coupe du Monde. On le rappelle, vous avez participé donc en février 2022 aux Jeux Olympiques de Pékin. Quels souvenirs en gardez-vous ? Un très très bon souvenir. En plus, les résultats ont été à la hauteur de mes espérances, donc ça fait un bon bilan sur ces Jeux de 2022 en Chine. Et puis c'était particulier parce que vous étiez porte-drapeau. Oui, ouais, une petite émotion en plus, enfin une grosse émotion en plus, et une pression qui au final était vachement positive. Donc c'était un grand moment de cette entrée dans le stade en tant que porte-drapeau. Et puis vous êtes toujours en contact avec la délégation monégasque, je pense à Rudy Rinaldi, à Anthony Rinaldi également, Boris Vian. Oui, on reste en contact. Eux ont fait une performance extraordinaire là-bas, avec une très belle 6e place. Moi, j'étais déjà rentré, donc j'ai suivi ça à la télé j'étais comme un gamin derrière l'écran, donc c'était top. Et oui, on reste en contact. Arnaud, on dit toujours jamais 203. Milan-Cortina, c'est loin, mais est-ce que vous avez ces prochains Jeux Olympiques de 2026 en tête ? Alors oui, je les ai. C'est sûr que c'est loin, mais en même temps, c'est quand même assez proche. Je les ai dans un coin de la tête forcément. C'est un objectif. Il y a quand même de grosses échéances entre-temps, avec notamment cette année les championnats du monde en France. Donc ça va être bien. On suivra ça de près. Merci infiniment Arnaud d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info et passez de très belles fêtes. Merci et très bonne fête à tout le monde.
Figure emblématique de l'exploration polaire, Jean Mallory a fêté ses 100 ans hier et regardez ces images. Le prince Albert II était à Dieppe pour célébrer avec lui cet anniversaire. Ce n'est pas la première fois que le prince souverain se rend dans la cité d'Angot pour échanger avec Jean Mallory. Une belle amitié qui est née il y a quelques années déjà. Jean Mallory est mis à l'honneur actuellement au musée océanographique dans une exposition intitulée Arctic Twilight, visite guidée avec Christine Datomel et Marie-Ève B. Une exposition de Jean Mallory, grand explorateur polaire et notamment du Grand Nord. Jean Mallory a effectué une trentaine d'expéditions dans cette zone retranchée du globe. De ces expéditions, il a ramené de nombreux objets et surtout tout un vécu qu'il nous dévoile dans ses carnets. Et de ses observations sont nés des pastels. Pas moins de 25 tableaux ornent les murs de la grande salle du musée océanographique. Il a eu des missions plutôt ethnologiques, anthropologiques, mais c'est aussi un ethnohistorien, il est géomorphologue, donc lui il étudie avant tout le terrain, la topographie, la géographie, etc. Et il a été amené à vivre avec des Inuits pendant plusieurs mois. Sa première grande mission date de 1951 à peu près. Et donc de ce vécu avec ces communautés inuites, il a rapporté beaucoup d'observations et d'informations. Défenseur des minorités inuites, cet explorateur nous livre sa vision du Grand Nord. Une exposition qui retrace ses nombreuses nuits polaires, des pastels que vous pourrez découvrir jusqu'au 24 janvier au musée océanographique. Intéressons-nous à présent au pouvoir des pierres et des cristaux. La lithothérapie séduit de plus en plus d'adeptes. Il se dit que certains cristaux agiraient sur le stress, le sommeil ou encore nous apporteraient plus d'énergie. Mais quelle est réellement la valeur des effets de ces pierres? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir avec ce reportage de Vanessa Dessy. C'est une croyance basée sur le pouvoir des pierres. Les cristaux émettent une énergie bénéfique. Qu'elles soient brutes, polies ou taillées, elles offrent des propriétés et vertus reconnues. Décelées et extraites aux quatre coins du monde, ces pierres sont uniques et authentiques. Les pierres, elles rapportent de la détente, de la zénitude, de l'apaisement. Il y a des pierres qui aident les gens à améliorer leur sommeil, de se porter bien, d'être vraiment, de lâcher prise. Et c'est la force de la pierre, c'est qu'il y a des pierres qui sont extraordinaires. Bien sûr, si on croit à la pierre, à la force de la pierre. Parce le premier critère, c'est d'y croire. L'engouement autour de la lithothérapie n'est pas nouveau. Cette pratique a été popularisée dans les années 70 par le mouvement New Age. Pour une personne en bonne santé, la lithothérapie semble bénéfique. En revanche, elle est à distinguer de l'usage médical. Ça n'a rien à voir avec la médecine ou avec le médicament. Ce n'est pas des médicaments, les pierres. C'est une thérapie. Une petite thérapie qu'on peut utiliser dans notre quotidien pour un peu être bien, pour lâcher prise et pour se détendre et profiter de cette force de la nature et de l'énergie de ces pierres qui est extraordinaire. Depuis sa création en 2018, la boutique Les Pierres du Rocher propose plus de 1000 cristaux différents. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel. Quelle est la tendance pour la journée de demain, veille de Noël? Et samedi, quelques passages nuageux sont prévus, mais la journée sera généralement ensoleillée. Du côté du thermomètre, comptez 12 degrés pour les minimales et 18 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 8 h et se couchera à 16h59. Demain, nous fêterons les Adèles. Merci. Et justement, Christine Da, vous avez rencontré dernièrement Bernard d'Alessandri, le secrétaire et directeur général du Yacht Club de Monaco, pour lui demander l'événement qui l'a le plus marqué cette année. C'est notre moment rétro 2022. Incontestablement, c'est le championnat du monde. Championnat du monde dans notre petite principauté, c'était quand même un grand événement. On a reçu 38 nations différentes, une centaine de bateaux et 500 compétiteurs. C'était vraiment de très très haut niveau, c'était très sympathique et certainement le temps fort de l'année avec New Energy Challenge au mois de juillet où là on reçoit des étudiants qui sont en train de réfléchir à comment sera
la motorisation des futurs yachts. Et demain, c'est le prince Albert II qui nous fera l'honneur de nous confier le moment qu'il gardera en mémoire de cette année 2022. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec la 44e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Je vous rappelle d'ailleurs la diffusion sur notre antenne de cette 44e édition ce samedi à 21 h. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition.